Bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre pour cette séquence. C'est une séquence un peu intéressante qu'on va faire. C'est qu'on va vous présenter un bilan de Quest for Change, donc du réseau d'incubateurs, sur l'année 2024, qu'on a mis en perspective finalement avec Quest for Change depuis sa création, qui est de 2021. Donc, on va essayer de vous présenter un peu tout ça et vous montrer comment ce réseau d'incubateurs a pu avoir un impact sur notre région et surtout quel impact futur on peut espérer de ce type d'objet un peu original. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, on verra dans l'ordre des participants, Carsten Rasmussen, qui est chef d'unité donc à la Commission européenne, qui présentera une vision un peu plus européenne du sujet tout à l'heure. Claude Surny, vice-président de la région Grand Est en charge du développement économique, de la recherche et de l'innovation, qui clôturera cette séquence. Et puis vu qu'on parle start-up, c'est quand même important d'avoir un CEO de start-up. Alors pourquoi Engin? Parce qu'il a tout fait. Il a fait le début de l'incubation, il a fait la levée de fonds, il a fait l'EIC, je ne sais pas ce que tu n'as pas eu encore. Donc il a développé toute la chaîne possible et imaginable des étapes du financement d'une start-up deep tech. Et donc c'était intéressant d'avoir son éclairage, quelqu'un qu'on connaît depuis de nombreuses années, qu'on est heureux d'avoir accompagné toutes ces années. Donc je vous présente un peu ces éléments-là en vous disant un truc très rapide, c'est qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que vous allez voir comme chiffres. Ce sont les chiffres des startups qui ont répondu à une enquête qu'on fait chaque année auprès de tous ceux qui ont été incubés pendant l'année. Donc il y avait 340 startups qui ont bénéficié de l'incubation l'année dernière et 300 ont répondu à cette enquête-là. Donc tous les chiffres que vous voyez sont des chiffres qui ne sont pas extrapolés, ce sont les réponses brutes des 300 répondants. Donc on ne s'est pas amusé à tirer des chiffres pour arriver à 340. On vous montre la réalité des réponses. Alors, bizarre, 370, 340, ça commence à dire des chiffres qui sont différents. Non, 270, c'est la photographie à la fin de l'année dernière. Forcément, il y a des gens qui sont rentrés, il y a des gens qui sont sortis, donc il y a un flux de start-up, à peu près 80 nouveaux projets par an. Voilà ce qu'on accompagne au sein de Quest. Donc les 340, on les retrouve entre les 270 startups qui ont été accompagnées, on va dire, au 31-12, pour un réseau donc, qui a été créé en 2021 et qui aujourd'hui s'appuie sur 5 incubateurs territoriaux, Rabotech à Charleville-Mézières, Innovact à Reims, The Pool à Metz, Alpha Épinal, et Semia qui est présent à Strasbourg et Mulhouse, qui font partie du réseau d'incubateurs d'excellence de la région Grand Est, avec des thématiques santé, industrie, bioéconomie, digitale, dont on parlera un peu tout à l'heure. Ça, c'est juste pour la photographie. 3 incubateurs sectoriels qui traversent ce réseau d'incubateurs avec, depuis 2022, un lancement chaque année d'un incubateur à dimension thématique, donc Quest for Health en 22, Industrie en 23 et Bioéconomie fin de l'année dernière. Et c'est des projets, des incubateurs qui ont chacun un début de masse critique, en tout cas intéressant. Et c'est la raison d'être de ces incubateurs, c'est qu'il y a une masse critique de projets qui sont en leur sein et surtout, ça correspond à des filières qui ont du sens par rapport à la région. J'aime bien le mot ligne de force, je pense que c'est plus que filière, mais vraiment quand on regarde la région de l'espace, on peut voir ce genre de thématique qui irrigue la région Grand Est. Ça, c'était juste pour planter le décor. Quest, 48 personnes. ADN entrepreneurial pour les personnes qui accompagnent les projets, avec de l'expertise sectorielle, de l'expertise fonctionnelle. Donc une petite start-up qui a grandi depuis quelques années. Le vif du sujet. Donc aujourd'hui, le périmètre de l'étude, c'est 340 start-up accompagnées. 86% sont des entreprises, donc on a un certain nombre de projets au travers de tout ça, avec une création d'entreprise pendant l'année qui était d'une cinquantaine et un capital à création qui est proche des 30 000 euros. C'est un sujet qu'on essaie de pousser auprès des entrepreneurs, c'est d'éviter de créer des startups avec des fonds trop légers au démarrage, forcément. Et donc on voit qu'on a quand même des fonds propres initiaux qui sont loin d'être négligeables, surtout si on voit l'hétérogénéité des porteurs. On a bien sûr des gens qui ont un certain âge, entre guillemets, et un peu peut-être de ressources financières pour lancer leur boîte, mais aussi des étudiants, des jeunes actifs qui n'ont pas forcément des économies à rallonge et qui néanmoins arrivent à mettre de l'argent dans leur start-up. Je vous partage un chiffre qu'on a remis à jour, histoire de cadrer le sujet, c'est le taux de survie à 5 ans. On se pose la question à quoi il ressemble. Alors, avant, on avait un vieux chiffre qui traînait chez Semia, qui était de 75% à 5 ans, et
et 80% à 3 ans, qu'on met en perspective avec les éléments qu'on peut retrouver aujourd'hui qui sont propulsés par l'INSEE. On a refait le calcul exact sur la base des startups qu'on accompagne et qui étaient créées en 2018-2019 pour le taux à 5 ans, forcément. On est à 82%. Et sur les millésimes 2018 à 2021, on monte à 88%. Donc finalement, on se rend compte que l'accompagnement est peut-être un facteur qui aide à faire tenir un peu plus ces entreprises. En tout cas, on a ces taux de survie qui sont supérieurs à la moyenne nationale. Hop, création d'emplois. C'est une jolie courbe. Comment sont structurées les équipes aujourd'hui? Les projets ont augmenté, mais on peut considérer que sur la période 2022-2024, on est à peu près à isopérimètre en nombre de projets accompagnés. On n'est pas sur une croissance depuis les 3 dernières années du stock de projets Quest. Par contre, on voit qu'on a une augmentation des créations d'emplois, et en tout cas des emplois salariés. Donc on a la taille des équipes qui monte. Aujourd'hui, c'est 1700 personnes qui sont impliquées dans les projets de start-up du réseau, avec 1 millier de salariés, 1100, quasiment 1100 salariés, et des associés opérationnels non salariés. Donc c'est vraiment la taille des équipes aujourd'hui au sein de Quest. À quoi ça ressemble ces équipes? Un indicateur qu'on voulait suivre et sur lequel on se posait la question, c'est on a des salariés, mais est-ce qu'ils sont vraiment sur notre territoire? Donc aujourd'hui, on a 73% de ces salariés qui sont sur le territoire de l'incubateur, donc sur la métropole ou la zone de chalandise de l'incubateur. C'est un chiffre qui monte depuis 2023. Et on suit, on regarde, même si c'est intéressant de voir la parité homme-femme, même si c'est quelque chose qu'on subit plus que qu'on dirige. Aujourd'hui, ça dépend des secteurs d'activité et des métiers qui sont derrière tout ça, mais on a à peu près un gros 30% de femmes dans les équipes des startups. Un chiffre qu'on voulait suivre, c'est la partie doctorant, parce que le lien avec la recherche publique est un élément d'évaluation des dimensions technologiques de nos startups. On se rend compte que la population de docteurs a fortement monté au sein des startups, donc qui sous-tend une dimension technologique supérieure de nos startups. On a fait un exercice qui était de leur demander leur perspective d'embauche. Donc, on ne s'est pas amusé à leur dire à 3 ans, mais déjà au moins à 1 année, quoi. Et alors, en essayant de catégoriser ça pour avoir un petit œil critique sur la réalité de ces chiffres-là. Donc, si on fait le total de qu'est-ce qui a été déclaré, à peu près 720 emplois salariés prévus pour 2025. Forcément, entre une startup qui a un projet de levée en 2025 et une startup qui a levé en 2024, la perspective d'embauche n'est pas exactement la même. Il y en a une qui a peut-être plus les moyens réels de le faire que d'autres qui a des moyens qu'elle espère avoir. Donc, je suis beaucoup plus confiant sur les 184 que sur les 424. Mais néanmoins, dans les startups qui ont des projets de levée en 2025, il est probable que certaines y arrivent au bout. Et donc, on voit un peu là, comment se répartissent par grande famille entre celles qui font un peu de chiffre d'affaires, celles qui ont des projets industriels, comment se ventilent ces ambitions de recrutement. Ça ne permet pas forcément d'arriver avec un chiffre déterminé de ce qui va se passer, mais ça donne un petit peu un éclairage sur qu'est-ce qui peut peut-être arriver. Et après, sur la répartition de ces créations, donc elles sont portées par 200 boîtes, donc il y a 200 startups sur les 270, 300 qui veulent recruter l'année prochaine. On est bien sûr sur des petits volumes de recrutement par entité. On est sur des startups, elles ne vont pas recruter d'un coup toutes 10 personnes. Mais néanmoins, on en a une douzaine qui ont des ambitions de recruter plus de 10. Donc la taille des boîtes monte. Et voilà comment se répartit cette ventilation-là sur les emplois. Le chiffre d'affaires de nos boîtes. 2024, elles ont fait à peu près 33 millions de chiffre d'affaires cumulé. Donc, c'est le chiffre d'affaires de ces startups-là. 156 font du chiffre. Donc, on est au-delà de la moitié, légèrement au-dessus de la moitié du portefeuille. En tout cas, sur les 300 qui ont répondu, on a 156 qui font du chiffre. Avec un CA moyen à 200 000 euros. Donc, on verra la ventilation ensuite. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution sur la période. Donc, la dernière période de 3 ans, on est à peu près sur 100 millions de chiffre d'affaires générés par nos startups. Sur la période précédente de 3 ans, on était à 20 millions. Donc, on sent l'inflexion et l'ADN go-to-market de l'incubateur qui rejaillit sur la performance de nos startups. Elles font du chiffre et on les pousse à en faire. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, à voir quelle
quelle va être la progression encore de cet indicateur-là, mais en tout cas, c'est un indicateur qui est révélateur de l'état d'esprit de l'incubateur aujourd'hui. Et surtout, comment est-ce que ça se répartit, ce chiffre d'affaires? On a 60 qui font plus de 100 000 euros, donc on peut considérer dans des stades où ils ont déjà commencé à trouver un début de marché. Donc, ce qui, sur la partie des 300, bon, bah, ça fait un bon 20%. On voit quand même des métriques qui montent en tout cas des métriques intéressantes sur la tranche 1 million, 500 000. On a 18 startups qui sont finalement sur une voie de sortie d'incubation. Bon, on regarde ces chiffres-là et on peut penser en tout cas qu'on n'est pas loin d'avoir fait le travail, mais c'est intéressant d'avoir ce type d'indicateur à suivre dans le temps. On peut donc constater quand même que le nombre de startups qui fait plus de 100 cas monte d'année en année. Donc aussi, c'est un révélateur de cette progression, de la maturité, de la manière dont on accompagne les startups et leur capacité, eux, à générer du chiffre d'affaires. Financement. C'est un sujet qui interpelle souvent. Alors, qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière? Les startups, elles ont fait à peu près 114 millions de financement, fonds levés. Donc, on regarde toujours le dilutif et le non dilutif. Donc, la partie fonds propres et la partie aide, subvention, prêt, concours qui ont été faites sur la période. On retrouve des chiffres et des équilibres qui étaient en moindre proportion, mais assez proches de 2021-2022, en tout cas sur le ratio fonds propres, fonds non dilutifs. 23 avait été très timide sur la partie fonds propres. On avait un peu tous senti, on sentait qu'il y avait des projets qui allaient se concrétiser en 24. On les a vus arriver. Sur la période 22-24, on est à 350 millions quand même. Et si on la met en perspective sur la même période de 3 ans, d'avant, on était à 120 millions. J'ai extrapolé sur les chiffres 2019-2020 qu'on avait, qui étaient beaucoup plus faibles et qui montaient un peu l'évolution de l'incubateur et de la manière dont on a pu accompagner les boîtes et renforcer l'approche fonds propres. L'Investor Day aujourd'hui est un révélateur de ce qu'on a fait sur créer des opportunités, préparer les boîtes à aller chercher du financement haut de bilan. Tout ça, ça se traduit aujourd'hui dans des chiffres qui finalement... on peut être assez content, ça se stabilise d'une certaine manière à un niveau assez intéressant par rapport au portefeuille de projet. Maintenant, est-ce que c'est satisfaisant? Jamais. Maintenant, il faut essayer de continuer de monter cette courbe-là. Comment est-ce que ça se répartit tout ça en termes de typologie d'opération? On a donc 52 millions de dilutifs. Ça fait 49 opérations qui se répartissent comme vous voyez ensuite sur le graphe de droite. Des opérations à plus d'1 million, on en a eu plus que l'année dernière, bien évidemment. Globalement, on en a plus. On voit que les tickets, en tout cas la taille des opérations est un peu supérieure à la typologie qu'on avait l'année dernière. On sent qu'on a un peu plus converti sur le portefeuille des opérations intéressantes. C'est assez révélateur d'un potentiel quand même du portefeuille et du territoire, être capable de générer ce type d'opération, sachant qu'on sait qu'il y a d'autres qui n'ont pas encore été conclus et qu'on peut aller encore plus vite et plus haut. Mais voilà un peu que la ventilation, et c'est intéressant de voir que la volumétrie de projets au-dessus de 200, 500 cas on va dire de financement. On arrive à une quarantaine de projets à ce niveau-là. C'est assez intéressant en termes de potentiel par rapport au portefeuille global. Des répartitions différentes en fonction des secteurs. C'est certain qu'il y a des projets deep tech qui sont avec des tickets supérieurs, des projets numériques qui sont des fois un petit peu inférieurs. Voilà, c'est pas très étonnant de voir que la santé et l'industrie sont sur le haut du panier, sur les tours plus importants en termes de financement. Mais on voit quand même, et ça c'est un sujet pour nous, c'est que la partie 200-500 cas, on parlera tout à l'heure, qui est un élément qui permet de faire beaucoup d'effets de levier sur les dispositifs non dilutifs et de maximiser tout ça. Mais on le voit apparaître sur l'industrie. C'est une trajectoire qui est indispensable ou souvent très utile pour les projets à dimension industrielle, que d'arriver à faire ces tours de financement avec ces niveaux d'equity-là qui permettent in fine de faire des opérations de financement autour d'1,5 million, 2 millions d'euros avec tous les effets non dilutifs BPI. On sent que ce chiffre-là, il est important à suivre, et on en parlera juste après, si on veut que les projets à dimension industrielle puissent aboutir sur le territoire.
On s'amuse à faire la valo du portefeuille. On va voir qu'est-ce que ça vaut finalement tout ça. Donc ça, c'est la valorisation pré-monnaie plus la taille des tours sur les startups qu'on levé au cours des 2 dernières années. Donc ça vous ferait 400 millions d'euros. Ça donne une idée de création de valeur. On a considéré uniquement les startups qui avaient fait une levée de fonds dans ce chiffre-là. Toutes les startups sont considérées à zéro si elles n'ont pas levé aujourd'hui en termes de valeur. C'est un indicateur qu'on va essayer de suivre dans la durée et qui représente quand même une création de valeur sur le territoire par ces startups. Un chiffre intéressant, c'est l'origine des fonds et la typologie des fonds qui composent ces 50 millions. L'argent régional, c'est 34% de ce qui arrive dans nos startups. Du national, presque 60 et 9. Beaucoup de BA individuels, derrière ces 34%. Parce que si on regarde la répartition des financements, on a 23% en individuel et 3% de réseaux de BA. Donc les réseaux de BA structurés, aujourd'hui en tout cas associatifs, et finalement ne pèsent pas tant que ça dans le schéma. On sent qu'il y a des marges de manœuvre à aller chercher sur le financement de nos startups, avec les fonds institutionnels bien sûr sur ces types sur les tickets qu'on vous a vu, il y avait une quarantaine de tickets supérieurs à 200. C'est normal qu'on trouve de l'institutionnel dedans. On sent que ça... On pense qu'on pourrait faire mieux sur la partie BA. Je pense qu'il y a des choses encore à faire compte tenu de la typologie des startups qu'on a chez nous. Hein. C'est quand même des premiers tours jeunes qu'on fait. Donc, on devrait retrouver demain, j'espère, une proportion un peu supérieure pour financer encore plus de startups. Mais ça, on en parlera un petit peu après. À quoi ça ressemble une levée de fonds? C'est quoi le profil type d'une startup qui a levé chez nous? On a regardé juste les 34 opérations à plus de 200K. La boîte, au moment de la création, finalement, l'année de création était à 2020. Donc, ce n'est pas forcément des tours tout de suite post-création. Il y a quand même une latence entre la création de la structure et la levée. Ça se comprend parce qu'il y a beaucoup d'opérations qui sont dans le domaine de l'industrie et de la santé. Donc, il y a quand même des temps de développement et autres qui sont relativement longs avant l'atteinte du financement. Mais néanmoins, on a quand même, à ce moment-là, des équipes qui sont relativement structurées. Dans la tête des équipes, on a une dizaine de personnes entre les associés et les salariés. Donc, on n'est pas non plus sur des projets ultra jeunes avec 2 personnes et qui lèvent beaucoup de sous. Il y a quand même une nécessité d'avoir avancé, d'avoir fait ses preuves, tant dans la compréhension marché que dans le développement de la techno et pour certains, le schéma de l'industrialisation. Donc, on n'est pas sur des micro-équipes qui lèvent de l'argent de manière significative. La nécessité du temps de maturation du projet, elle s'exprime à travers ces chiffres. La moyenne des tours, donc sur ces opérations-là, on a quelques tours élevés qui montent la moyenne, donc c'est à prendre avec des pincettes un petit peu quand même, mais néanmoins, on est à 1,5 million de moyenne. On voit que la santé est un peu supérieure et à 2 millions et 1 million sur l'industrie et la bioéco. Sur des valorisations pré-monnaie à 6,5. Donc les facteurs de dilution sont clairement raisonnables aujourd'hui en moyenne. On n'est pas sur des gros effets de dilution. Alors, ça va être très différent et ça à prendre aussi avec des passages. Il faudra qu'on creuse les chiffres, mais entre les petits tours plus dilutifs pour l'entrepreneur, des tours un peu plus gros et la valeur a déjà été créée. On peut avoir des écarts de ratio entre le montant levé et la valo et donc ce niveau de dilution. Mais ça donne encore, en tout cas, un premier marqueur qui est intéressant, surtout pour les entrepreneurs. Et sur ces startups-là, donc c'est un premier indicateur qu'on expose là. Il y a beaucoup de startups qui ont une dimension industrielle. On leur demande à chaque fois quel est leur CAPEX à 5 ans. C'est un truc, c'est une chose qui est très, très propre à nous, entre guillemets, à cette région-là, c'est que nos projets ont une dimension industrielle, bioéconomie, même santé. On le voit. J'en parlais ce matin sur l'interview sur les startups industrielles. On a 55 startups qui ont un projet d'outils de production industrielle sur le territoire. Et sur les deep tech, on est à 48 startups deep tech à dimension industrielle, ce qui est un chiffre assez important aujourd'hui quand on regarde le panorama. Donc, mesurer le niveau de CAPEX, c'est intéressant et ça pèse à peu près 650 millions d'euros. On reviendra sur la dimension, sur ce chiffre-là juste après. Ces startups qui ont levé
elles sont en lien avec la recherche publique, fortement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la barrière à l'entrée, qu'il y a la techno derrière tout ça. Elles sont labellisées Deep Tech pour 2 tiers d'entre elles. Et ce qui est intéressant pour nous en tant qu'incubateur, c'est qu'elles sont liées à la recherche publique et la moitié de ces startups ont vu ce lien se créer pendant l'incubation. Donc, on est aussi générateur d'opportunités et de liens avec cette recherche qui est là pour créer de la valeur sur les projets, des barrières à l'entrée aussi. Et c'est un peu la mission qu'on a, nous, en tant qu'incubateur, de relier ces projets d'innovation au tissu et à la recherche locale. Les aides non dilutives, comment ça se répartit aujourd'hui? Bon, on voit BPI qui est assez présent, donc c'est en bas, vous avez BPI, hein, le bleu foncé, au-dessus, vous avez la région. Ensuite, les fonds européens, donc ça, c'est assez variable d'une année sur l'autre, ça dépend de, entre guillemets, du nombre de lauréats EIC, où ça peut avoir des très grosses variations en une année en fonction des calls et des startups qui seront lauréates. Un point qui était assez intéressant à mettre en avant, c'est la partie bancaire, qui a fortement monté l'année dernière. Donc, on sent que le travail qui est fait dans l'écosystème autour des partenaires bancaires pour coller aux levées de fonds commence à porter ses fruits. En tout cas, les voit de plus en plus, compléter les tours. Ça, c'est un effet assez positif de l'écosystème et la manière dont il est structuré, des relations que nous, en tant qu'incubateur, on peut avoir avec tous les partenaires bancaires en étant, entre guillemets, un peu tiers de confiance sur ces projets-là. L'investissement industriel, donc comme je vous disais, on demande toutes nos startups quel est le niveau d'investissement industriel qu'elles auront dans les 5 ans à venir. C'est quelque chose qui est challengé par Christophe et l'équipe ici, parce que on ne prend pas spécialement comme argent en comptant ce qui est déclaré par nos amis startups. Donc il y a un travail qui est fait quand même de qualification. Et on voit que c'est un travail qui est inflationniste. C'est-à-dire qu'une startup, quand on fait la première évaluation de son besoin industriel, il va être à un certain niveau. Et puis quand on continue de gratter, qu'on gratte, ça ne va pas forcément en diminuant. Donc on a des projets qui étaient à un niveau et qui font peut-être x2 sur le besoin de CAPEX parce qu'on a bossé, parce qu'on a travaillé à l'industrialisation et qu'on est plus à même de projeter ce chiffre-là. Et donc sur les CAPEX à 5 ans, aujourd'hui on dépasse le milliard. Ça veut dire que si, donc ça n'arrivera pas. Mais si elles allaient tout au bout, il y aurait un besoin de financement qui serait à ce niveau-là pour financer les outils de production de nos startups. Forcément, il y aura de la perte en ligne, on est tous lucides là-dessus. Mais néanmoins, on a des projets, je prends les projets, on a 3 projets qui sont à plus de 100 millions d'euros. C'est tous des projets qui ont tous levé aujourd'hui, sur une série A ou plus. On a des projets qui sont sur des trajectoires où finalement, là, pour les gros projets, ceux qui sont les plus fins, la probabilité de se planter elle est un peu moindre que les projets sur lesquels on n'a encore rien fait, où c'est peut-être incantatoire de se dire j'ai un outil de production à 50 millions à 5 ans, mais je n'ai pas encore levé le moindre euro. Là, on a des projets qui ont déjà fait des premiers tours d'investissement. Donc, ça, c'est un sujet qu'on suit et qu'on monitore et qu'on essaie d'accompagner, et que Christophe et l'équipe mettent beaucoup d'énergie pour essayer de donner les moyens à ces startups-là de réaliser cette promesse d'investissement, parce qu'on est sur l'emploi non délocalisable, sur ce territoire, sur des enjeux qui nous touchent tous. L'industrie ici a une grande dimension environnementale, verte, dans sa promesse, dans ce qu'elle délivre. Pour nous, c'est un vrai sujet de suivi, c'est un vrai élément différenciant de cette région par rapport à d'autres. Et on a 13 projets qui sont à plus de 10 millions d'euros de CAPEX. Voilà, ça reste un marqueur, hein, c'est pas une promesse d'exécution, mais ça donne l'idée d'un potentiel de ce territoire. Perspective. Déjà, avant de faire passer de perspective, je voulais mettre l'impact cumulé de Quest depuis qu'on est créé, en fait. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, depuis les 4 dernières années, finalement, les startups, elles ont ramené à peu près 100 et quelques millions de chiffres d'affaires, 450 presque de millions de fonds levés dilutifs, non dilutifs, donc ça fait à peu près 560 millions qui ont été injectés par nos startups dans l'économie, souvent en local, mais pas que. Voilà, c'est le fruit de leur travail, mais ça donne au moins un premier élément d'impact de ça sur le territoire qui, on fera le calcul, hein, parce que c'est intéressant. Et ça va être un enjeu des mois à venir. En tout cas, on a envie de le faire. Mais qu'est-ce que ça veut dire en recette fiscale? Qu'est-ce que ça veut dire en recette en charge sociale, patronale? C'est quoi l'impact réellement? Est-ce que la boucle d'aide qui aujourd'hui se déverse dans ces entités-là, elle est positive, en plus de la création de valeur qu'elles auront de toute manière, parce qu'elles créeront de l'emploi,
parce qu'elles créeront des services innovants dont on bénéficiera tous. Mais est-ce que même l'équation financière, elle est positive? C'est une question qu'on se pose aussi. 2-3 éléments de stats que je voulais partager avec vous qui vont sous-tendre une réflexion sur demain. Les projets exogènes. Un écosystème, il peut se construire par de l'endogène et se créer, se nourrir, etc. Mais il y a aussi une dimension d'attractivité qui est intéressante de regarder. Et aujourd'hui, sur les 300 startups qui ont répondu à l'étude, 70 sont exogènes. Donc, ne sont pas issues de notre territoire. Elles sont venues soit d'autres régions françaises, soit d'autres pays. En particulier sur les grandes filières santé, industrie, bioéconomie. Ça montre déjà l'attractivité de nos territoires. Et quelle est la valeur que portent ces startups-là? C'est intéressant, c'est que c'est des startups à très fort potentiel qui viennent s'implanter chez nous et qu'on arrive à arrimer, ancrer de manière durable grâce à l'écosystème, grâce au tissu de recherche en particulier. On voit que ça pèse presque 50% des fonds totaux qui ont été récoltés par nos startups. Donc ce sujet-là, il est intéressant. Ça veut dire que demain, il faut continuer d'amplifier cette activité-là, parce que plus on va remplir notre écosystème avec des entrepreneurs innovants, performants, qui amèneront des startups à potentiel, plus demain, on remplira ce vivier d'entrepreneurs, futurs entrepreneurs, et on améliorera la qualité de nos écosystèmes. Donc ça, c'est un sujet dont on veut s'emparer aussi, c'est-à-dire d'aller chercher encore plus d'autres projets en dehors du Grand Est. Mais c'est aussi le travail d'attractivité qui est porté au travers des filières par les équipes. La partie Deep Tech, j'en ai parlé tout à l'heure. Sans Startup Deep Tech, pourquoi est-ce que je focalise là-dessus? C'est un indicateur que nous, dans le monde de l'innovation, on entend beaucoup. On a une ambition de créer 500 startups Deep Tech par an au niveau de l'État, que ces startups-là vont créer des emplois locaux, non délocalisables, industriels. Donc aujourd'hui, la part Deep Tech dans Quest est vraiment significative et on la retrouve dans la performance. On voit que ça draine non seulement des fonds et des aides, c'est à peu près 80% du portefeuille, des résultats de performance de Quest sur ces startups Deep Tech. Donc un vrai sujet pour nous à continuer d'amplifier. Et nos filières aujourd'hui, donc on a 3 incubateurs territoriaux, thématiques, Quest for Bioeco, Quest for Industrie, Quest for Health. Ça pèse 200 projets tout cumulé, donc c'est quasiment 2/3 du portefeuille qui est sur cette approche thématique, avec la majeure partie, en tout cas presque une moitié qui est associée à la recherche publique française. On a de l'exogène recherche internationale, et 30% de ces projets sont d'origine exogène, donc supérieure à la moyenne de Quest for Change. Donc on voit que ces filières, elles ont pour vocation à amener des projets fortement technologiques, à fort potentiel, mais aussi à attirer beaucoup sur le territoire des projets exogènes. Je vous partage un truc complètement exotique et imbitable, qui est issu des réflexions en cours au sein de l'État pour préparer le prochain plan Deep Tech, mais qui représente ce qu'on est en train de devenir, Quest, et sur là où on veut aller. Alors, je vous laisse lire, mais je vais essayer de vous décoder ça quand même en 2 secondes. Ce rapport qui était sorti par la DGE au mois de mars et qui sert de socle au futur plan Deep Tech a mis en avant le schéma qui s'appelle Venture Builder. C'est un peu du startup studio amélioré, plus customisé en termes de financement, en termes d'accompagnement, et qui est dans la définition aussi la somme de plusieurs entités. Ce n'est pas forcément un acteur en tant que tel, ça peut être un regroupement d'acteurs qu'on peut designer comme ça. Et aujourd'hui, Quest, avec ses partenaires dans le cadre des PUI, donc des pôles universitaires d'innovation, se positionne un peu comme une colonne vertébrale de ce que peut être un venture builder à l'échelle d'une région, d'une grande région, où, bien évidemment, on intervient sur la dimension détection à différents niveaux. Nos amis des SAD, des PUI vont chercher les projets dans les laboratoires et ceux qui font la détection sur la recherche publique, mais grâce aux filières, on arrive à faire de l'attractivité de projet. Donc, on est aussi positionné en tant qu'acteur avec les agences de développement économique sur la chasse de nouveaux projets et sur la dimension qu'on appelle vulgairement excubation chez nous, c'est-à-dire la recherche de projets d'innovation au sein des PME, des ETI pour en faire des startups. Mais là, on est acteur, en particulier l'équipe de Christophe sur QFI, pour aller chercher des nouveaux projets de création de startups. Donc, on est aussi acteur de la détection.
forcément sur l'accompagnement, on intervient. Et aujourd'hui, on a décidé de s'emparer du sujet de l'investissement en haut de bilan. Donc depuis 1 an et quelques, on travaille sur un outil, une plateforme pour agréger des business angels qui auraient vocation à investir dans les startups qui sont accompagnées par Quest. On l'a fait avec un partenaire financier qui s'appelle WeSeed, qui est une plateforme d'equity crowdfunding. Et on a monté une équipe au sein de Quest pour pouvoir opérer et préparer des opérations de financement. L'enjeu, c'est d'agréger des BA qui souhaiteraient soutenir cette initiative. On a commencé l'initiative avec une communauté, celle de Cajuba, donc portée par Michel Husser, pour lancer cette dynamique à l'échelle de l'Alsace d'abord. Donc, on a fait un partenariat en ce sens pour réaliser les 3 premières opérations là, qui sont en cours. On en a fait déjà 2. Une 3e est en action et ça va représenter à peu près 1 million d'euros collectés auprès de Business Angel. Avec les effets de levier dont on a parlé tout à l'heure, ça fait des tours de financement qui sont plutôt proches au total de 4 millions en cumulé. C'est un premier pas vers ce sujet-là pour Quest. C'est un premier pas dans l'aide à la structuration d'opérations de financement. On en fait 3, mais l'ambition, c'est d'en faire 15-20 par an. Et donc d'aller chercher des business angels pour faire ces tours initiaux qui sont à fort effet de levier. Et après, va se poser un jour la question, et ça on verra comment peut-être demain, d'autres outils de financement viendraient abonder cette stratégie-là pour être plus imbriqué encore dans la dynamique d'accompagnement des startups telles qu'on l'imagine dans le territoire. Donc l'histoire, elle n'est pas finie, elle n'est pas satisfaisante complètement. On sent qu'aujourd'hui, avec 1 milliard de financement d'outils industriels à terme, théoriques, on a besoin de partenaires financiers sur le territoire pour les aider nos startups à les financer. Et nous, on a besoin d'aider ces startups à se financer plus vite. On voit des belles opérations, mais qui peuvent prendre du temps, qui sont complexes. Et l'ambition qu'on a, c'est de fluidifier tout ce système-là en élargissant les opportunités pour nos startups de se faire financer. Mais voilà, ce concept, il est intéressant parce que je pense qu'il va ressortir dans pas très longtemps dans les logiciels communs, compte tenu de ce qui est en préparation pour le prochain plan Deep Tech. Voilà, j'ai fini. Ces premiers éléments d'impact. Merci. Et voilà, c'était une photographie après 4 ans de Quest. 4 ans de Quest, et ça va me permettre de passer la parole à Kirsten Rasmussen. 4 ans de Quest qui ont été portés et aidés à être structurés avec le soutien de l'Europe, de la Commission européenne, des fonds FEDER et de la région. Donc c'était intéressant d'avoir leur vision aussi sur ces sujets-là parce qu'on ne fait pas ça tout seul, on fait ça nous avec des équipes, on fait ça aussi avec des partenaires, avec des financeurs et passer des métriques qu'on avait il y a 7-8 ans. Quand je suis arrivé, moi, on était 6, aujourd'hui on est 50. Il y avait 1 million d'euros de levée de fonds, on s'est mis en 2017. On est à 100 millions avec le nom dilutif cette année. Je pense qu'il y a une trajectoire intéressante qui s'est faite, mais c'est faite grâce aux 50 personnes et autres qui composent et qui ont composé Quest sur le chemin. Donc c'est vraiment une histoire de personnes, d'expertise mise bout à bout et puis d'ambition et de vision. Mais tout ça, ça aurait été infaisable sans le soutien de nos partenaires. Et en tant qu'association, c'était le moment de aussi leur dire merci et de leur exprimer leur vision sur ce sujet-là. Donc, Kirsten, tu veux bien nous rejoindre. Merci Stéphane, et tout d'abord félicitations, ce sont des chiffres impressionnants, quel que soit le mode d'analyse qu'on applique. Alors la perspective de l'Europe, je représente le FEDER, donc le Fonds de développement régional, les fonds structurels, et c'est vrai, on a cofinancé, on continue à cofinancer les incubateurs. Qu'est-ce que nous en pensons? Nous en pensons ce qu'il faut à partir du rapport Draghi, qui a dit à l'Europe ces 4 vérités. Nous sommes un continent qui n'est pas performant en termes de création d'entreprises, en termes de prise de risque. Nous sommes perdants devant les Américains, nous sommes perdants devant les Chinois, mais nous sommes aussi différents. Nous sommes un continent avec d'autres valeurs et parfois un autre respect
en termes de gouvernance et en termes environnementaux. Donc, oui, on n'est pas des Américains, on n'est pas des Chinois, mais je dirais aussi, on n'a pas envie d'être ni l'un ni l'autre, on a envie d'être européens. Certains des constats de Draghi relèvent de la haute politique. Il a dit, voilà, on a trop de règles, on a un marché intérieur qui n'est pas parfait, on a trop de règlements déjà, il y a trop de règlements différents. Vous êtes dans une ou plusieurs régions frontalières et vous voyez certainement ça au jour le jour, que la manière d'interagir avec le public n'est pas le même dès qu'on traverse une frontière. Est-ce qu'on peut régler ça au niveau du Grand Est? Non, pas tout de suite. Ça demande des actions à plus haut niveau et ça demande une volonté, une action d'intégration au niveau européen permanente et continue. Il a constaté aussi que notre marché du capital n'est pas parfait et très différent, notamment du marché américain, où il y a un capital risque qui est à disposition quasiment en permanence, avec des clusters autour de Silicon Valley, mais pas seulement. Il y a une toute autre approche à la prise de risque que nous n'avons pas en Europe. Et il a constaté, à partir de ces constats, qu'il fallait qu'on aide nos entreprises, qu'on aide notamment les entreprises les plus fragiles, et il n'y a pas plus fragile qu'un start-up. Il y a eu la réaction à travers la mise en place du Conseil d'innovation européen, qui a un budget important et qui le met en œuvre efficacement. Il y en a certainement eu question ailleurs, mais les réflexions de Draghi ont aussi permis à mettre l'accent sur le fait que les fonds structurels doivent aussi continuer à jouer leur rôle. Et notre commissaire vient de prendre une initiative pour essayer de réorienter une partie de nos fonds aussi exactement dans ce sens. Alors, tout en vous félicitant, je peux vous certifier aussi que nous, de notre côté, nous n'avons franchement aucun mérite pour cette initiative. C'est une initiative du Grand Est. Nous avons convenu le grand partenariat avec la région. Nous avons négocié les lignes budgétaires, mais le fait de mettre en place autant d'incubateurs, de le mettre en réseau, etc., c'est d'une initiative régionale. Donc, on ne peut que féliciter le Grand Est pour cette vision et cette expansion de l'activité qui précédait the Quest for Change. Alors, pourquoi est-ce qu'on aime ça? On aime ça à cause des chiffres, mais on aime ça aussi à cause de l'approche. Vous trouvez ou vous démontrez une détermination assez incroyable pour quelqu'un qui, finalement, représente quasiment le public. Vous avez dit plusieurs fois, enough is never enough. On peut aller plus loin, on peut faire mieux. Et ça fait plaisir de voir comment vous accompagnez votre action avec chaque entreprise par une réflexion stratégique tout en allant. C'est-à-dire vous continuez à identifier d'autres besoins et d'autres manières d'analyser et d'accompagner les entreprises. Votre action est aussi stratégique. Vous avez choisi certains secteurs en accord avec la région, ce qui veut dire aussi déchoisir certains autres. Ça fait toujours mal, ça ne rend pas populaire, mais c'est nécessaire si on veut faire une action. Vous allez continuer à faire ça. Nous nous félicitons évidemment que les secteurs et les domaines d'action que vous avez choisis sont en ligne avec la réflexion sur la spécialisation intelligente que nous avions démarré avec les régions déjà en 2014. Et donc, le processus qui permettait d'interroger un territoire et une région sur ses capacités, sur son savoir-faire et sur son potentiel, et à partir de là, d'identifier certaines chaînes de valeur plutôt que d'autres afin de développer l'économie. L'effet levier que vous présentez, quelle que soit l'analyse qu'on applique, est extrêmement impressionnant. Vous créez déjà, avec cette action, un nombre d'emplois impressionnant. Beaucoup plus que je ne pensais, parce qu'on s'est dit, c'est des startups, ça va être 2-3 personnes, etc. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et au-delà de ça, chaque personne, si on fait la division, crée en fait déjà une valeur significative. Peut-être que mon calcul de tête n'est pas juste, mais j'allais au-delà de 400 000 euros. Déjà dans cet exercice, c'est significatif. Le capital et la prévision de CAPEX que vous avez produit aussi est impressionnant. C'est d'une véritable injection d'économie dans la région. Alors, est-ce que les incubateurs nous coûtent cher? Oui, bien sûr.
On parle d'une dizaine de millions d'euros pour la période, rien que pour nous. Mais est-ce que l'argent est bien investi? Je suis certain que oui. Parce que en tant qu'incubateur, même si vous êtes à 5, même si vous êtes à 50, la différence entre l'investissement dans ces 50 personnes et la valeur qui est déjà créée, en oubliant, en mettant de côté la perspective, est déjà en tant que telle impressionnante. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ta présentation, c'est le fait de ne pas trouver d'excuses. Tu n'as pas évoqué une seule fois le fait que vous avez démarré au milieu du Covid, pour ainsi dire. Vous avez déjà traversé Covid avec d'autres challenges. Vous avez rencontré un marché financier qui s'écrasait, des taux d'intérêt qui montaient, etc. Tout cela n'a pas été évoqué une seule fois dans ces graphiques montrant la croissance. Ça laisse de bons espoirs pour le développement futur. Vous n'avez pas parlé de contenu non plus, mais on va entendre Sparta tout à l'heure. J'ai eu l'occasion, certainement comme vous tous, de parcourir une partie des récits qui se retrouvent sur votre site web. C'est chaque fois des histoires fascinantes. Le langage qu'on développe autour de l'innovation, autour des incubateurs, me paraît parfois un peu abstract. Mais dès qu'on arrive à la véritable entreprise, à la véritable idée et à l'entrepreneur elle-même ou lui-même, là, ça devient très vite réel et on commence à rêver rien qu'à partir de ces histoires. Donc, félicitations à la région du Grand Est, félicitations à Quest for Change. On adore, continuez à faire ça et on va continuer à vous financer. Merci. Merci beaucoup pour l'encouragement. Je ne retiendrai pas que la dernière phrase, je ne suis pas vénal. Mais merci pour le retour. Engin, s'il te plaît, si tu veux nous rejoindre. Je t'ai introduit rapidement tout à l'heure. Zou, il y a une presse ou pas? Yes, non. Ça va arriver. Est-ce qu'il y a un truc ou pas? Tu l'avais envoyé? Ah non, t'as pas de presse? Oh, sans presse, ok. On va éteindre l'écran alors. Si on peut juste éteindre l'écran, si on n'a plus besoin. Ou laisser. En fait, j'ai une présentation dans cette salle. Ah. Donc, on peut montrer ça, mais je ne sais pas si ça va être nécessaire. Donc, bonsoir, merci pour cette opportunité. Je suis PDG de Sparta. Sparta, c'est une société qui développe des interfaces actives avec la biointelligence. C'est quoi biointelligence? Dans la nature, il y a beaucoup de molécules qui ont évolué pour des défenses, pour des effets défensifs, mais ils ont dans les différents organismes. Ils ont dans les plantes, ils ont dans les animaux, ils ont dans les fongies. Donc, on prend ces molécules et en utilisant l'intelligence artificielle, on développe des microstructures avec les propriétés antimicrobiennes antivirales. Donc, cette technologie est venue d'un projet européen que j'ai coordonné dans INSEAD. Et on a les premiers brevets comme ça. Et après les premières découvertes, on était un projet de maturation par SAT Connectus, parce qu'INSEAD c'était géré par SAT Connectus. C'était l'année 2017. Et à la fin de ce projet, on a encore 2 brevets. On a évidemment évolué des technologies. On a des très bons retours de l'industrie, mais ils ont dit que ce n'est pas accepté. Donc, à ce moment, on a décidé de commencer une société. Et on a commencé à l'époque, c'était Semia, avec Guillaume Vétagenou. C'est en pré-incubation, avec une cours qui durait quelques mois sur tous les aspects des startups que j'ai apprécié beaucoup. Et aussi un accompagnement sur les compositions des sociétés. Parce que les parties plus importantes, c'est le financement. Comment on peut évoluer les sociétés, quelles opportunités il y a, par exemple, IDAP, Aide Deep Tech, comment on peut structurer ça. On a beaucoup d'aides de Semia à l'époque. Donc, on était lauréat de IDAP avant la création de la société. On a commencé la société en 2019. Et après 2 ans, on a fait notre première levée de fonds localement avec les 2 associations des Business Angels, Yeast et Alsace Business Angels, plus ce que Stéphane a évoqué, les tout premières visites V-Club Santé
Donc, on était un des premiers acteurs sur ça qui était très intéressant. Et avec ça, on est venu dans les maturités assez pour aller plus loin. On a commencé d'avoir des projets industriels avec les multinationaux. Et dès 2021, on a un chiffre d'affaires. Donc, c'était très important pour nous. Parfois, les startups rapprochaient qu'ils ne font pas de chiffre d'affaires, ils ont juste brûlé l'argent. Ce n'est pas le cas. C'est difficile parce qu'on est dans la santé, on est dans un marché réglementé, il faut avoir des marques assurées, il faut avoir des autorisations, mais on peut faire des services, on a des royalties. Donc, on a commencé comme ça. Et avec une équipe de 8-9 personnes, on est lauréat des accélérateurs IC en 2022, qui nous a aidé à développer un produit et améliorer notre relation avec les corporates. On a plus de clients. À ce moment, on a 4 multinationaux comme clients dans les différents niveaux. On a déjà un accord de licence avec un corporate allemand qui est dans le niveau d'industrialisation des technologies. Et avec les IAC, on a notre propre produit médical et on a une plateforme de développement des revêtements nouveaux avec l'intelligence artificielle, avec une équipe de 28 personnes. Et ça, c'était évidemment avec un écosystème qui est très... s'entend bien. Je trouve que c'est important. Et aussi une continuité. Dans cette salon même, j'ai vu que les personnes qui m'ont aidé pour le IDAP, j'ai vu des personnes qui étaient là quand on fait des vidéos pour le IIC. Donc, il y a une vraie continuité. Je parle de trucs qui est 57 ans et une vraie évaluation de l'environnement. Et même maintenant, on est dans le même bâtiment avec Quest for Change, Quest for Health. On fait partie de Quest for Health, même si on est des alumni. Et c'est toujours en relation très, très organique. Et j'espère qu'on peut les donner l'environnement, soit dans les formats, les chiffres d'affaires, soit les créations de salariés. Pour les derniers 2 ans, on a eu un résultat net positif. Donc, voilà. Les startups dans les régions, je pense que ça marche. Merci. Merci, Engil. Et oui, il a tout fait. Maintenant, c'est un gentil alumni et toujours proche de la famille. Et c'est ça qu'on essaie de maintenir, c'est ce lien communautaire. On a une plateforme qui rassemble nos incubés, nos alumni, le club. Il y a 500 personnes dessus aujourd'hui. C'est encore que des débuts d'histoire, mais avec des chiffres intéressants. Et c'est vraiment tout l'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est de faire croître ces communautés d'entrepreneurs et qu'eux s'entraident aussi après et fassent des choses ensemble. Il y a aussi ça qu'on doit promouvoir. Je vais laisser la parole pour clôturer à Claude Sturny. On parlait des bonnes fées avec l'Europe et la région qui sont penchés sur le berceau de Quest. Je vais vous laisser la parole là-dessus et conclure. Conclure, je pense qu'effectivement, on a eu beaucoup de bonnes ondes, beaucoup de bonnes vibrations. Il fait même tellement beau et tellement chaud que je ne vais pas faire durer le plaisir ici. On aura encore d'autres occasions pour échanger peut-être dehors. Alors, d'abord, vous féliciter parce que faire ce genre d'évaluation, certes, on vous le demande, mais je pense que c'est éminemment salutaire. Et le fait de le faire et de le rendre public, devant du public et à l'occasion du 360, je pense que c'est là aussi une démarche qu'il faut saluer. Je suis comme vous, moi je suis bluffé par les chiffres. On en avait connaissance, en tout cas pour une partie d'entre eux, mais évidemment, au moment où nous on dit dans la région Grand Est, il faut régénérer le tissu économique, il faut savoir innover, il faut savoir créer des pépites de demain et les ancrer localement, on est rassuré quelque part de voir que c'est possible et vous le démontrez en tout cas. Et c'est bien un collectif qui s'exprime ici. Alors évidemment, je me félicite de ce travail et j'allais dire, j'y suis pour pas grand-chose, hormis d'avoir permis des financements à un moment donné. Mais en l'occurrence, en 2021, je n'étais même pas là, ou en tout cas, je n'étais pas encore... donc je profite aussi des intuitions qui sont celles de la collectivité régionale, des élus qui, dès le départ, ont voulu ces incubateurs, ont voulu de l'excellence et ont fait en sorte qu'à un moment donné, et là je revendique tout à fait ce genre d'orientation, eh bien qu'il n'y a pas un seul territoire, il y a des territoires et il y a
des incubateurs qui sont aussi en phase avec des spécificités. Vous l'avez peut-être entendu, c'était dit dans le 360, oui, il faut être au plus près des territoires. Cette diversité-là ne doit pas vouloir dire que chacun doit faire comme il veut et chacun doit expérimenter, faire ses mauvaises expériences. Quand on peut s'aider les uns les autres, et il ne faut pas hésiter. C'était le sens de créer un réseau d'incubateurs. C'était le sens aussi de chercher l'excellence parce qu'on a tous quelque chose à apprendre de nos succès, de nos échecs. Et quand on peut apprendre collectivement, je pense qu'on apprendra d'autant plus vite. Donc, c'est mon deuxième élément important, que l'on cherche l'excellence. Et je suis comme Stéphane, je pense qu'on peut toujours faire mieux. Et il faut viser toujours plus fort, toujours plus haut, toujours plus vite. Oui, parce que le monde va de plus en plus vite. Et en même temps, parce que je crois que le Grand Est le vaut bien. Parce qu'il y a des femmes et des hommes dans le Grand Est qui sont en capacité de le faire. Parce qu'on a plein d'éléments dans une création, dans une chaîne de valeur qui doivent pouvoir fonctionner les uns avec les autres pour que ça amène, in fine, les chiffres que vous voyez là. Ensuite, je voudrais vous féliciter parce que, collectivement, parce que vous avez aussi répondu à ce qui était notre préoccupation, c'est de dire soyons en capacité d'agir, non pas sur tous les domaines. Il faut être en capacité de spécialiser. Et Quest for Change, c'était évidemment l'ombrelle, mais Quest for Health, Quest for Industry, Quest for Bioeconomy, aujourd'hui, c'est une réalité, plus ou moins ancienne, mais c'est une réalité. Et moi, je salue cela avec tous les collègues autour de Franck Leroy. C'est vrai qu'on a souhaité, évidemment, on encourage tout le développement économique, mais dans la mesure où on ne peut pas tout faire, eh ben on assume d'avoir quelques spécialités sur lesquelles on mettra peut-être plus l'accent encore que sur d'autres. Alors après, est-ce que l'argent est bien investi? Oui, je vous le dis. Je le dis devant Suzelle Allo, qui est la directrice on va dire de l'économie. Mais je sens qu'il y en a qui vont rougir. Mais je me suis fait la réflexion en vous écoutant et en voyant les chiffres. Et quand on dit qu'il faut que le tissu économique régional se régénère, malheureusement, dans une journée comme celle-ci, qui était une journée où on a eu plein de belles informations, de belles annonces, de beaux résultats, on a aussi de temps en temps des mauvaises nouvelles. Et le monde économique, les entreprises, il y en a qui vont moins bien. Et malheureusement, je regardais ça tout à l'heure encore, une annonce on va perdre 300 et quelques emplois quelque part dans une entreprise et les salariés de cette entreprise n'y sont pour rien. Mais le monde avait changé et le monde a changé et on va tout faire évidemment pour que ça se passe au mieux, d'autant plus qu'il y a des leviers de croissance sur ce territoire là-bas. Mais quand on dit on peut créer des centaines d'emplois avec une politique d'innovation et des startups, c'est aussi un signal positif qu'on veut donner à tous nos territoires. Alors, je suis également maire et président de la communauté d'agglomération de Haguenau, donc je sais aussi comment Semia arrive. Je parle de Semia parce que c'est ceux que je connais du coup le mieux, arrive à irriguer, arrive à aller vers des territoires autour. C'est vrai pour tous les incubateurs. En tout cas, c'est notre souhait aussi. Évidemment, là aussi, tout n'est pas possible partout. Mais en avoir l'ambition, en avoir l'envie, être en réponse, en capacité de répondre à des territoires quand ils ont des spécificités, je crois que c'est aussi un point que je voulais souligner. Et puis, vous ne serez pas surpris, vous l'avez dit, monsieur, le travail avec l'Europe. On est aligné sur un tas de sujets et on est très heureux, nous, de voir comment on arrive à travailler avec les fonds européens, comment on arrive à les mobiliser et de prouver que c'est faisable, de prouver que c'est de l'argent bien investi, qu'ils viennent de l'Europe, qu'ils viennent des fonds de Paris ou qu'ils viennent des fonds régionaux. C'est de l'argent public.
et de l'argent public, ils méritent d'être bien employés. Voilà, sans être plus long, mais vraiment très heureux de voir ce travail se continuer. Très heureux de voir qu'il y a un bel état d'esprit. Très heureux de voir qu'il y a des entrepreneurs qui réussissent et qui ont des perspectives. Il se trouve que hier soir, on était avec Franck Leroy à rencontrer encore d'autres entreprises et il y a de tellement belles aventures qui se préparent que voilà, je ne veux que vous encourager les uns les autres. Vous avez toutes et tous une pierre à mettre dans cet édifice. Voilà, donc je vous souhaite encore un bon 360 parce que le 360 se continue encore. Il y a même un after qui se prépare. Donc, je vous souhaite en tout cas d'avoir déjà bien profité de cette journée parce que le 360, c'est aussi ça. C'est la capacité à croiser, à réseauter. Et quand on a un topo comme celui aujourd'hui de Quest for Change, je pense que ça nous rassure et ça nous permet d'aller de l'avant. Bravo. Merci beaucoup.